Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La révolution soudanaise célébrera en décembre 2019 son premier anniversaire. L'occasion de faire un bilan sur les avancées socio-économiques et sur les attentes de certains cœurs de métier qui sont à l'initiative de ce soulèvement populaire. Entre réchauffement climatique, conflits et braconnage, la faune africaine est de plus en plus menacée. La conservation de certaines espèces protégées devient un enjeu de gouvernance nationale, régionale, voire même continentale. Détails à suivre dans cette édition. Et le Cameroun s'active dans les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations de football 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, deux compétitions majeures qui se joueront en partie à Douala, capitale économique du Cameroun. Le Soudan est en mouvement. En décembre 2018 débutait la révolution soudanaise avec la contestation du prix du pain, un soulèvement populaire qui a renversé le pouvoir du président Omar el-Béchir, déchu en avril 2019, à quelques semaines de la date anniversaire de cette révolution. Où en est la situation socio-économique du pays et plus précisément quelle est la situation des cheminots qui étaient au cœur de cette révolution. Élément de réponse avec Aïssatou Diamanka-Besland. Une révolution au goût inachevé, c'est précisément le jeudi 11 avril 2019 que le président Omar el-Béchir, âgé de 75 ans, au pouvoir depuis 1989, a été destitué par l'armée après 3 mois de soulèvement populaire contre son régime autoritaire au pouvoir centralisé au sommet de l'État de Khartoum. 30 ans de règne furent ainsi balayés par la colère d'un peuple déterminé à réussir son projet de révolution. Mais qu'en est-il plus de 8 mois après la révolution? En effet, de nombreuses demandes ont été intentées par le peuple soudanais. La première fut le partage du pouvoir entre l'armée soudanaise et les civils. Mais d'autres priorités ont émergé avec le temps pour ces cheminots de la région d'Atbara qui avaient facilité les opérations de la révolution, à savoir le manque d'emploi, la réhabilitation du chemin de fer vétuste qui date de l'époque coloniale, le plus long réseau d'Afrique et la revalorisation des salaires très basses. Les cheminots ont le plus bas salaire du pays. Certaines personnes gagnent moins de 1200 livres soudanaises par mois, au moment où les salaires des ingénieurs et autres travailleurs peuvent atteindre 3500 livres soudanaises. La région d'Atbara, située au nord de Khartoum, fut traditionnellement l'épicentre des révolutions, comme celle d'octobre 1964 et d'avril 1985. Elle fut aussi le point de départ des mobilisations contre le régime. Ahmed Ali se souvient, il a perdu son fils lors de la révolution de 2019 qui a évincé l'ancien président. Il a donné sa vie pour le changement et j'espère que ce sacrifice mènera à un changement complet du pays. Il a été tué dans la rue, mais nous n'oublierons jamais et nous ne pardonnerons jamais. Le Soudan tente désormais de se relever. L'objectif premier du gouvernement est d'éviter l'effondrement d'une économie dévastée par 3 décennies de mauvaise gestion, de corruption et de malgouvernance. L'armée congolaise et la MONUSCO, la force de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, ont annoncé le 25 novembre le lancement d'opérations conjointes à Béni dans l'est du pays. Objectif assurer la paix et la sécurité des populations civiles dans la région à l'heure où les massacres attribués aux rebelles ADF ont tué plus de 70 civils en 4 semaines. Ange Noménio. L'armée congolaise et la MONUSCO, mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, sont à pied d'œuvre à Béni. L'est de la République démocratique du Congo est depuis quelques moments le théâtre des violences extrémistes menées par des groupes armés. Pour venir à bout de ces attaques, la présidence congolaise a donc décidé de lancer cette opération conjointe des forces militaires. L'armée congolaise menait des opérations contre les ADF-NALU et donc la contre-offensive qui était annoncée par le chef de l'État n'avait pas impliqué les troupes des Nations Unies. Et ils intervenaient probablement dans le domaine de renseignement et déploiement des drones et autres.
Mais on a constaté qu'il y a malheureusement un changement de stratégie au niveau des ADF. Ils ont choisi d'attaquer les populations à l'intérieur même de la ville de Béni. En représailles à l'offensive congolaise, les rebelles ont plusieurs fois attaqué des civils, faisant au moins 70 victimes au cours des dernières semaines. Lundi 25 novembre, des émeutes contre la mission de l'ONU en RDC ont éclaté à l'est du pays. Des émeutiers ont attaqué un camp des Nations Unies pour dénoncer leur inaction après les massacres des civils attribués au présumé ADF. Alors cela repose le problème de la quintessence même de la finalité de la mission des Nations Unies, parce que la mission des Nations Unies a déployé plusieurs centaines d'hommes armés dans la ville de Béni, mais cela n'est pas suffisant pour arriver à sécuriser la population de Béni. L'ONU a appelé les habitants de Béni au calme après les manifestations de lundi. Un couvre-feu a été décrété jusqu'à nouvel ordre par les autorités provinciales du Nord Kivu entre 18h et 6h à Béni et ses environs. Le dialogue est au point mort au Mali entre les parties signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. Le comité de suivi de l'accord a récemment tenté de relancer ce processus nécessaire à l'instauration d'une paix durable au sein des populations. Une médiation internationale s'est récemment rendue auprès de la partie gouvernementale pour relancer les négociations. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Bloqués depuis l'échec de la réunion du comité de suivi devant se tenir à Kidal, les parties signataires de l'accord de paix d'Alger ne se voient plus. Conséquence, les applications de l'accord se font toujours attendre. C'est pour remédier à cette crise que la médiation internationale est allée à la rencontre de la partie gouvernementale. La première fois que les sessions du CSA ne se sont pas tenues de façon régulière, on a eu une rupture pratiquement de 2 mois. Et nous avons estimé au niveau de la médiation internationale que nous devrons bouger pour qu'on puisse avancer. Et le premier pas que nous avons estimé nécessaire de le faire, c'est de rencontrer le gouvernement pour voir un peu, y a-t-il des points de blocage, y a-t-il des possibilités de renouer pour qu'on puisse tenir le CSA. Les gouvernements maliens, tout en saluant cette initiative, s'est dit disposé à renouer le fil du dialogue avec les groupes armés signataires. Nous essayons d'avancer vers une compréhension commune des problèmes relatifs à la restauration de l'autorité de l'État. Il y a aujourd'hui une compréhension commune, les divergences se réduisent, nous allons avancer. La médiation internationale composée des 5 pays du Conseil de sécurité, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Union européenne devrait rencontrer les groupes armés signataires pour la tenue du comité de suivi des accords. L'Éthiopie veut rendre son secteur minier plus attractif. Pour ce faire, l'exécutif mise sur la potasse avec des incitations fiscales attrayantes. La potasse étant un minerai utilisé dans la production d'engrais. Les explications de Nathalie Moho et de Marcel Farba-Maroun. Transformer le potentiel en production en créant un cadre d'investissement minier attractif, c'est sous ce thème que l'Éthiopie amorce sa révolution minière. Le pays, au secteur minier surtout artisanal, veut attirer des investisseurs étrangers. Principale ressource mise en avant, la potasse, riche potentiel pour la production d'engrais. Je m'imagine que ça sera une bonne nouvelle pour les investisseurs étrangers, surtout que l'Éthiopie a des minerais de grande valeur. Donc, ils ont décidé à rentabiliser ou améliorer ce secteur minier. Sans doute, il y aura des retombées économiques énormes dans ce secteur. Lors de la 2e conférence éthiopienne sur l'exploitation minière ce 25 novembre 2019, les autorités ont annoncé des incitations aux investisseurs capables d'utiliser les ressources minières pour le développement des constructions et de l'agriculture. Dans cette optique, le gouvernement a annoncé pour août 2020 la révision du code minier de l'Éthiopie. La révision du code minier pourrait déboucher à l'industrialisation du secteur. Sinon, c'était un secteur qui était typiquement artisanal, à très, très basse valeur ajoutée. L'Éthiopie souhaite augmenter la contribution du secteur minier au produit intérieur brut de 3 à 10% d'ici à 2030. Le gouvernement a ramené le taux d'imposition des sociétés minières de 35 à 25% et le taux de redevance sur les métaux précieux à 7% depuis 2017. Certaines espèces de la faune africaine sont menacées de disparition. Le travail pour éradiquer le commerce illégal issu du braconnage reste colossal malgré les actions menées ces dernières années. Il faut ajouter à cela le réchauffement climatique et les conflits. Un défi permanent pour 2 régions, principalement l'Afrique centrale et l'Afrique australe. C'est un sujet de la rédaction.
Les éléphants et leur ivoire, les rhinocéros et leurs cornes, les pangolins et leurs écailles. La protection de la biodiversité est un enjeu de gouvernance en Afrique. Le braconnage répond à une demande mondiale croissante, un commerce illégal qui touche particulièrement les pays d'Afrique centrale et australe. Parmi les espèces qui ne figurent pas sur la liste des espèces protégées, comme nous le voyons au Mozambique, il y a une croissance régulière, modeste mais stable, d'environ 13% de menaces. Certaines enregistrent un taux un peu plus important d'environ 20%, d'autres légèrement un peu moins. Les écologistes multiplient les efforts de conservation à la protection de la faune africaine, mais des dizaines d'espèces sont en danger critique d'extinction en Afrique. Tortues d'eau douce ou d'eau de mer, lions et guépards viennent s'ajouter à la liste exhaustive d'animaux vulnérables, déjà composée d'éléphants, de rhinocéros ou encore de gorilles. Malgré une baisse du braconnage de certains animaux constatée ces dernières années, quelques espèces restent menacées de disparition. Désormais, le grand public à travers le monde saura que la conservation des tortues africaines existe et aura besoin de leur aide pour protéger ces merveilleuses créatures en Afrique. Des pays tels que le Mozambique, embourbés dans des conflits internes pendant des années, n'ont pas eu les moyens de s'intéresser aux politiques de préservation de l'environnement. Entre 2010 et 2014, le Mozambique a perdu près de 60% de ses éléphants à cause du braconnage. Mais grâce à des actions engagées, étendues désormais sur un quart du territoire, le pays a su réduire à zéro le nombre d'éléphants chassés au cours de ces 2 dernières années. Le Cameroun s'apprête à accueillir 2 compétitions continentales majeures de football, à savoir le CHAN en 2020 et la CAN en 2021. La ville de Douala accueillera 2 poules, soit 8 sélections nationales au total. 2 stades abriteront ces rencontres, celui de Japoma et celui de la réunification de Bépanda. Reportage de notre correspondante Irine Dassa. Le stade de Japoma, une arène de 50 000 places en cours de finition qui accueillera en 2020 et 2021 le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations. Joyau architectural réalisé par le Turc Yenigun Construction Industrie, le stade situé à une vingtaine de kilomètres du centre-ville aurait une valeur de près de 200 milliards de francs CFA. Nous sommes actuellement à un niveau d'avancement où le projet est quasi achevé et comme vous pouvez le constater, donc tout est presque prêt pour pouvoir accueillir la compétition, la prochaine séance qui est le CHAN et dans les mois à venir la CAN. C'est non loin du centre urbain de la capitale économique camerounaise que se dresse le 2e stade de compétition, le stade de la réunification de Bépanda. La cuvette construite en 1972 est en cours de réhabilitation par le Canadien Magil pour une extension des tribunes à 39 000 places. Les Lions indomptables viennent tout simplement de livrer un match à Yaoundé et en chemin pour Kigali, ils se sont arrêtés à Douala et sont allés faire des entraînements sur le stade annexe de Bépanda. Ils se demandaient bien s'ils étaient à Bépanda. Donc c'est pour dire qu'il faut venir voir, toucher du doigt. La ville de Douala recevra 2 poules pour chaque compétition attendue. En plus des 2 stades de compétition, 4 stades d'entraînement seront également mis à la disposition des sélections nationales. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.